Hey, salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, on va parler de la vitamine E, vitamine que je n'ai pas encore parlé sur le podcast, il me semble. Et j'avais envie de parler un petit peu de la généralité sur cette vitamine, c'est-à-dire un petit peu quoi elle sert, où est-ce qu'on la trouve dans l'alimentation, comment en avoir de bon taux. Et puis, pourquoi pas vite fait faire un point sur la supplémentation, mais concernant cette vitamine, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, je vais expliquer pourquoi. Donc on va tout de suite commencer avec qu'est-ce que c'est que cette vitamine. Alors la vitamine E déjà c'est une vitamine liposoluble, donc comme la vitamine K, la D et la A. C'est-à-dire que c'est une vitamine qu'on retrouve dans les composantes du corps, ou du moins dans les éléments, ou dans les tissus du corps, dans les parties du corps, je vais y arriver, qui sont composées de lipides. Et c'est-à-dire que cette vitamine-là n'est pas soluble dans l'eau, ou du moins elle l'est très très peu. Donc ça c'est important de le comprendre parce que son principal rôle est lié justement avec son caractère liposoluble et justement son caractère hydrophobe. Donc ça c'est le premier point. La vitamine E sinon elle est présente de plusieurs formes. Il existe 8 formes de vitamine E. Donc l'alpha-tocophérol, la bêta-tocophérol, la gamma-tocophérol et la delta-tocophérol. Et puis il y a les mêmes noms, c'est-à-dire gamma, bêta, alpha et delta pour les tocotriénols. Donc ça fait 8 formes différentes. Mais quand on parle de la vitamine dans la vitamine E, généralement on pense tout de suite à l'alpha-tocophérol puisque c'est, on va dire, la forme active de la vitamine E et c'est celle qui est présente dans de plus grosses quantités dans le corps, suivie de la gamma-tocophérol qui est la deuxième plus présente. Donc voilà. Alors sinon, à quoi sert cette vitamine E justement? À savoir que alors ça c'est important de le préciser, les rôles de la vitamine E sont les mêmes pour toutes les formes, mais il y a quand même de toutes petites variations. C'est-à-dire que le rôle global, par exemple là on va parler du rôle d'antioxydant, le rôle d'antioxydant est présent en fait pour toutes les formes, c'est-à-dire que toutes les formes de la vitamine E ont ce rôle d'antioxydant, mais par contre les actions précises de ce rôle d'antioxydant sont différentes selon les formes, c'est-à-dire que ça ne va pas forcément agir sur les mêmes lieux dans le corps, ça ne va pas agir de la même manière pour le même résultat. Bref, ça a de toutes petites variations, mais c'est pas forcément très important de savoir ça, on va dire, par cœur. Donc voilà. Donc au niveau du rôle justement, c'est le rôle d'antioxydant. Alors il faut savoir que je vais parler rapidement de sous-rôle en quelque sorte après, mais la vitamine E globalement c'est une vitamine qui a qu'un seul vrai rôle, c'est-à-dire le rôle d'antioxydant. Mais ce rôle d'antioxydant fait qu'il y a des rôles secondaires qui se créent, hein, parce que le rôle d'antioxydant va avoir des répercussions indirectes sur d'autres parties du corps. Donc du coup ce rôle d'antioxydant de la vitamine E, c'est un rôle d'antioxydant liposoluble, comme je l'ai dit. Ça c'est important de le comprendre parce que la vitamine C justement c'est un rôle, par exemple la vitamine C qui est un antioxydant très connu, c'est un antioxydant qui est hydrosoluble. C'est-à-dire que la vitamine C et la vitamine E ne sont pas des antioxydants qui peuvent se compenser puisqu'ils n'agissent pas aux mêmes endroits. Et du coup ça fait que quand on a de bons taux de vitamine C, on doit aussi avoir de bons taux de vitamine E et inversement. On peut pas se dire c'est bon, j'ai pas mal de vitamine C, ça fait mon taf d'antioxydant, du coup je peux me passer de la vitamine E. Ça marche pas. Donc ça c'est important de le comprendre. Et justement la vitamine E, elle agit au niveau des membranes cellulaires, donc tout ce qui est lipidique, et aussi au niveau des lipoprotéines, donc tout ce qui est LDL, VLDL, etc. Et ça c'est effectivement des parties du corps qui sont très très importantes concernant la lutte contre l'oxydation, puisque ça peut vite causer de très gros problèmes. Donc voilà, ça c'est vraiment le rôle global de la vitamine E. Après, des répercussions de ce rôle global, c'est par exemple la santé cardiaque, puisque la vitamine E va avoir par exemple un effet inhibiteur, en partie grâce à son rôle d'antioxydant, mais pas que, hein. Il y a aussi d'autres interactions d'inhibition avec certaines protéines sur justement l'agrégation des plaquettes d'un point de vue sanguin. Donc ça c'est important pour la santé cardiaque à long terme. Et il y a aussi un autre rôle qui est lié à tout ce qui est un petit peu la vasodilatation et la vasoconstriction, donc un petit peu le ratio entre les deux, et la vitamine E permet de réguler un petit peu tout ça et de soulager en quelque sorte le travail cardiaque.
Ça c'est vraiment lié avec son rôle d'antioxydant en grosse majorité, donc c'est pour ça que c'est pas important de connaître les détails, mais c'est important aussi de comprendre que, parce que quand on parle de rôle d'antioxydant, au final on voit ce que ça veut dire, mais on voit pas trop ce que ça veut dire. C'est-à-dire que beaucoup de personnes sachent ce que c'est que le rôle d'antioxydant, mais quand on parle de ça, on se dit que au final qu'est-ce que ça fait réellement dans le corps, c'est-à-dire quel bénéfice concret ça va amener. Et ça c'est important de comprendre que le rôle d'antioxydant peut se répercuter sur plein de facteurs différents et que ça peut avoir, on va dire, un effet global sur le corps. Donc ça c'était pour un petit peu à quoi sert la vitamine E. Alors après je pourrais aller encore plus dans le détail, mais globalement c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Sinon au niveau des sources de la vitamine E, alors c'est là où des fois ça peut être compliqué, c'est-à-dire que la vitamine E en fait c'est une vitamine où il faut vraiment bien connaître les sources. Faut quand même connaître où est-ce qu'on la trouve, parce qu'on peut très vite être en déficience si on ne connaît pas les sources, parce qu'on ne mange pas justement de ces sources-là dans notre alimentation. Donc la vitamine E, en règle générale, elle est présente dans les coques, donc les fruits à coque, tout ce qui est oléagineux, et dans les huiles. C'est vraiment la grosse partie des sources de vitamine E. Alors il y a aussi l'avocat, mais l'avocat c'est un peu une exception, parce que l'avocat c'est un fruit et on peut pas dire que les fruits sont source de vitamine E, donc l'avocat c'est vraiment une exception pour tout ce qui est des fruits, mais globalement ce sont les huiles et les oléagineux. Alors ce qui est important, c'est que les oléagineux, certes ça apporte pas mal de vitamine E, mais il faut une grosse quantité d'oléagineux. Le problème c'est que d'un point de vue réaliste, il n'y a personne qui mange énormément d'oléagineux dans sa journée. Quand je parle de beaucoup, c'est vraiment 100 grammes, ce qui est énorme en oléagineux. Donc c'est rare des gens comme ça, et c'est pas forcément le plus intéressant nutritionnellement, d'un point de vue stratégique global. Mais par contre les huiles, ça c'est important de le comprendre. C'est-à-dire que les huiles sont riches en vitamine E, mais pas toutes. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre qu'il y a de grosses différences entre différentes huiles. Parce que, je vais donner un exemple concret là, d'un point de vue, en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que la vitamine E, ça peut être une déficience dans tout un pays. C'est-à-dire qu'il y a certains pays qui sont beaucoup plus amenés à être déficients en vitamine E que d'autres. Et c'est juste lié à des habitudes alimentaires. C'est-à-dire que par exemple les pays d'Europe du Nord, donc tout ce qui est pays nordiques, etc., consomment généralement plus d'huile de soja que les pays d'Europe du Sud, donc tout ce qui est Espagne, France ou autre, qui consomment plus à choisir de l'huile de tournesol par exemple, ou de l'huile de colza. Et en fait, ce qui est important à comprendre, c'est qu'au niveau des huiles, il y a de grosses différences entre ces différentes sortes, puisque justement là, par exemple, l'huile de soja est très peu riche en vitamine E. Il faut estimer qu'il y a à peine 2 mg de vitamine E aux 100 g, ce qui est très peu, parce que pendant une cuisson on peut utiliser peut-être 10 g d'huile, enfin ça dépend ce qu'on cuisine, mais du coup ça fait même pas 1 mg de vitamine E d'apporter grâce à l'huile durant le repas, alors que l'huile de tournesol ça peut vite aller vers 50 mg, ce qui fait quand même 5 mg de vitamine E en une portion de 10 g d'huile pour la cuisson du repas. Donc on remarque tout de suite qu'il y a de grosses différences, et puisque au niveau des apports en vitamine E, on est à environ entre 10 et 15 mg par jour. Alors ça dépend de la personne, ça dépend femme, homme, l'âge, etc. Mais c'est un petit peu la moyenne, et on se rend compte tout de suite que effectivement l'huile, si par exemple dans notre 2 repas on consomme de l'huile et qu'on apporte presque 5 mg, on a déjà en fait 2 tiers de nos apports qui sont juste couverts par l'ajout d'huile. Et après, avec l'effet combiné de tous nos aliments qu'on a à côté et potentiellement des fruits à coque si on en consomme, on peut effectivement arriver à de bons taux de vitamine E. Et en soi, ça ne demande pas réellement d'effort, parce que l'huile de cuisson, si on a l'habitude de le faire et qu'on a une bonne huile de cuisson, c'est généralement quelque chose qui, c'est une habitude, et ça ne demande pas d'effort, ça ne demande pas de changer quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que la vitamine E peut être une vitamine facile à avoir. Mais par contre, ça peut effectivement être une vitamine qui peut être un très gros problème si on n'a pas les bonnes habitudes ou si on n'a pas les bons choix d'huile. Et du coup voilà, ça c'était un point important sur lequel je voulais rebondir. Du coup là, à partir de tout ça, on pourrait se dire ouais, mais
au final on peut très bien se supplémenter en vitamine E si c'est vraiment un gros problème. Alors le problème de la vitamine E, c'est que déjà c'est une vitamine liposoluble, donc qui peut être potentiellement toxique si on fait un peu n'importe quoi au niveau des dosages. Et puis la vitamine E donc, peut être supplémentée sous forme d'alpha-tocophérol. Le problème, c'est que c'est un supplément qui n'a pas encore énormément été étudié, et c'est-à-dire qu'on, pour le moment, c'est assez difficile de dire que prendre de la vitamine E en supplémentation va avoir les mêmes effets et revenir à la même chose que consommer suffisamment de vitamine E dans l'alimentation. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore totalement clair entre la forme synthétique et la forme diététique de la vitamine E. Et c'est pour ça que la supplémentation, c'est vraiment pas quelque chose de très commun concernant la vitamine E, et que c'est pas forcément très intéressant d'en parler, et plutôt à la place de se concentrer sur essayer d'avoir davantage de vitamine E dans notre alimentation. Donc bon, ça c'était juste la petite aparté sur la supplémentation. Donc sinon je pense en avoir fini pour cet épisode. J'ai essayé d'être assez succinct, assez clair quand même. N'hésite pas si tu as des questions, hein, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message. Et puis à laisser aussi une note sur le podcast. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao.